Jordan, tu crois pas de BTC? Alors, tu crois pas que le BTC ayant peu d'upside potentiel, étant à l'ATH, ça limite pas les possibilités d'une vraie alt season? Si BTC top à 130K puis dump, ça laisse peu de temps pour les alts. De toute façon, la alt season, ça dure pas longtemps. C'est ce que j'ai dit, hein, c'est 52 jours. Le Bitcoin, les gens qui te disent il n'y a pas eu de perf, il est passé de 16 000. Si tu me parles de 130 000, il passe de 16 000 à 130 000. Donc si, il aura performé. Si, il aura performé. Pas autant qu'on voudrait, mais il aura performé. 130 000, c'est presque 2 fois plus haut que le plus haut du cycle précédent. D'accord? Ça reste dans la moyenne de ce qu'on a connu par le passé. Franchement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais se dire qu'il n'y aura pas d'alt season parce que le Bitcoin il est à 130 000, je pense que c'est faux. Plus le Bitcoin augmente vite, plus il augmente fort et plus il monte haut, plus s'il y a une cascade de liquidité, je ne vois pas de raison pourquoi il n'y en aurait pas, plus il y aura des cascades de liquidité importantes. Donc on a un intérêt d'avoir ça. C'est tout. Et plus il monte haut, plus ça veut dire que la volatilité à la baisse, en bear, sera importante. Évidemment. Évidemment. Et plus le plus bas du cycle sera haut. C'est-à-dire que si le Bitcoin, il prend 80% à la baisse, mais que le plus haut, c'est 300 000 balles, évidemment, il sera plus haut que s'il prend 80% et qu'il s'arrête à 130 000. Ça aussi, ça va jouer. D'accord? En moyenne, c'est ce qu'on a connu. On verra après. Hein. Tu peux avoir des trucs avec des effets de levier, des trucs qui vont bien plus bas. Voilà. Mais de toute façon, ce qu'on appelle alt season, ça peut durer plusieurs mois, mais il y a plusieurs vagues. D'accord? Les mecs, ils se disent alt season, ça dure 4-5 mois. Mais en fait, c'est quand tu prends l'intégralité de tous les alts. Mais ton alt, en tant que tel, le pump de ton alt, tu regarderas. Hein. Regarde Cardano, la vague euphorique qu'il a eue sur le cycle d'avant, ça s'est fait en quelques semaines. Quand il y a eu le rebranding de Facebook en méta et que tous les projets de merde, Metaverse, machin, tu avais Sandbox, Decentraland, tous ces trucs-là qui ont pété, ça s'est fait en quelques jours. Quelques jours. Par contre, l'alt season, elle a duré un peu plus longtemps. Mais parce que tu as eu des sous-vagues. Tu as eu des corrections, après il y a eu de nouveau des augmentations, etc. En moyenne, sur un alt, c'est à peu près 52 jours. Et ça, les gens, ils s'y habituent pas parce qu'ils sont restés 3 ans et demi en crypto. Ça fait 3 ans et demi que tu te fais éclater. 3 ans et demi que tu te fais éclater, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer là? Pourquoi ça a duré 52 jours alors que voilà. Mais les gens, ils sont prêts à trader 4 ans de leur vie pour avoir une grosse probabilité de sous-performer et pour être capable de potentiellement timer les 52 jours. C'est possible, hein. Ça n'arrive pas d'un coup. C'est-à-dire que c'est pas un truc où ça monte d'un coup et ça s'arrête d'un coup. D'accord? Il y a quand même du temps. Et quand ça augmente, quand vous vendez dans ces 52 jours-là, vous passez pour le dernier des cons. Parce que vous avez l'impression qu'il n'y a aucune mauvaise nouvelle, tout est positif, tout le monde va vous insulter parce que vous dites que vous prenez des profits. Vous passez pour un abruti. En crypto, si vous ne passez pas pour un abruti à chaque fois que vous faites quelque chose, il y a un problème. Si à chaque fois que vous achetez, on vous dit c'est super, c'est génial, vous achetez des tops locaux, soit des tops locaux. Donc en fait, vous devez passer pour un con quand vous achetez, parce que vraiment, vous vous dites putain, il n'y a pas une bonne nouvelle, il n'y a rien qui me dit que ça va remonter. Vraiment, on est sur un truc, mais c'est pourri jusqu'à la moelle, et toi, t'achètes. Donc même toi, tu es convaincu que tu es un trou de balle, mais tu vas le faire quand même. Et là, a priori, c'est que tu fais la bonne chose, à condition d'acheter pas les mauvais projets, de ne pas faire ça n'importe comment, etc. Évidemment, hein, il y a des outils, il y a des choses qu'on vous enseigne par rapport à ça. Mais c'est normal de ressentir ça, et c'est même voulu. Et en boule, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous vendez et que vous n'avez pas l'impression d'être un trou de balle parce que vous dites, putain, mais là, je vends, mais c'est sûr que ça va augmenter. C'est sûr. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. C'est sûr. Bah, si vous ne ressentez pas ça, c'est que ça pue. Si vous vendez quand tout le monde va vous dire de vendre, vous allez voir que le prix ne sera pas du tout pareil. Il sera bien plus bas. Parce que la plupart des gens, quand ils se rendent compte qu'on est en bear, en général, c'est qu'on est bien tassé, mais alors bien descendu bas. C'est-à-dire qu'au moment où tu te rends compte que la correction que tu as eue sur ton portefeuille, c'est plus une énième correction et à chaque fois un dépassement de l'ATH parce que tu as connu ça 50 fois en bull run. Comme là, par exemple, sur le Bitcoin, tu as une augmentation de 30%, tu as une baisse de 30%, ça repart, rebaisse de 30%, ça repart, baisse de 30%. Tu en as connu 8. Donc là, tu en as une autre qui arrive de 30%, tu dis, ça va repartir. Bah non, c'était la dernière. Et là, ça part en bear. Donc au moment où tu te rends compte qu'au final, c'était pas une correction cette fois-ci, mais que c'était la dernière correction, et là, on part en bear, ton portefeuille, il a baissé de 70%. Et 70%, je suis gentil. Hein. Donc évidemment, 70% entre le plus haut et le plus bas, tu diras, putain,
Si j'avais su, allez, prochaine augmentation, je vends, et tu vends pas, et tu vends pas, et tu t'abstiens sur ton truc, et le buy the dip, et le diamond end, et non, mais je suis là pour la tech, et je suis là pour le truc, et le truc, ça baisse, ça baisse, ça baisse pendant 3 ans et demi, et tu renforces pas en bear parce que tu te dis, putain, je me suis fait tellement éclater, ma femme, elle va me défoncer, donc tu renforces pas, tu continues de rester sur ton truc alors qu'il faudrait racheter pour bisser ton coût d'acquisition moyen. Parce que si tu te souviens de ce que je te dis, si tu rachètes pas dans des périodes de bear, qu'est-ce qui se passe? Ton coût d'acquisition, il est toujours hyper élevé, tu as acheté au top du cycle. Et la plupart des projets ne dépassent pas leur ATH. Et toi, tu as toujours le bag holder du truc. Tu détiens le bag. Donc, si tu baisses pas ton coût d'acquisition moyen, tu as une grosse probabilité de refaire rebelote sur le truc d'après. Parce qu'il y en aura qui en auront profité pour prendre des profits avant, qui pourront racheter ton bag pour 10 fois, 15 fois moins cher et qui pourront sortir bien plus tôt. Et ça, franchement, je vous le redis, mais ça, c'est de l'or en barre, les gars. Vraiment, ce que je vous dis. C'est hyper important. La plupart des personnes qui se font avoir là-dessus, c'est sur ça. Donc vraiment, dites-vous, si vous passez pour un abruti quand vous achetez, que vous vendez, vous faites les choses bien. Il n'y a pas de problème. Si par contre, c'est l'inverse, ça pue. Ouais, c'est ce que j'ai dit, Yves, tout à l'heure. C'est l'heure a explosé en vol sur la bulle Internet, puis ils ont vraiment dérouillé. Hein. Et puis en plus, c'était à cause d'effets de levier, fraude et tout, et là, ils sont partis là-dessus, quoi. Cosmic, tu sais où je peux acheter de l'argent via les cryptos? Ah, de l'argent, oui, d'accord, pas des euros, de l'argent. Je pense que tu parles du métaux précieux, du métal précieux. L'or, oui, tu peux le faire. Tu as le Paxos Gold, tu as le Tether Gold, tu as tout ce qui est partie RWA adossé sur l'or. Et même ça, vous connaissez mon avis là-dessus, je pense que c'est trop tôt. En fait, si tu veux t'exposer à l'or, tu as autant de le faire via des ETF ou via directement de l'or en physique. En fait. Je vois pas l'intérêt aujourd'hui de passer purement en crypto. D'autant plus que tu as, en plus de ça, tu as une imposition. Hein. Les mecs, ils comprennent pas ça, mais aujourd'hui, si tu as de la crypto, et que tu achètes du pain avec. Tu transformes tes cryptos en euros, donc tu as une plus-value potentiellement à déclarer, et tu achètes un bien et un service, donc tu dois déclarer ça. D'accord. En tout cas en France. Tu as des cryptos, tu achètes une voiture. C'est pareil. Les mecs ils vont te dire non, mais il n'y a pas eu de conversion en euros. Si, déjà, il y en a eu une. Et tu achètes un bien en physique. Donc, tu as une déclaration. Tu dois faire une déclaration en plus-value. Il faudra creuser, mais pour moi, si tu décides de transformer, vu que c'est un actif, d'accord, c'est un actif, c'est de l'or, c'est quelque chose de physique, de concret, au même titre qu'une voiture, au même titre qu'un immobilier, au même titre que n'importe quoi. Donc en fait, tu n'achètes pas une crypto, tu achètes un titre financier, tu achètes une security, tu achètes un titre financier. Donc déjà, en faisant ça, crypto, actif financier, tu es censé le déclarer. Donc tu as l'impôt sur la plus-value, avec toutes les problématiques fiscales que tu as en France, tout le bordel qu'il y a derrière, avec en plus le fait que ce soit jeune, le fait qu'ils te disent que c'est audité, mais on sait ce que ça a donné jusqu'à maintenant, la crypto. Pourquoi tirer là-dessus alors que derrière, tu pourrais le faire via un ETF, via un truc plus simple, tu vois. Donc pour moi, ça existe sur l'or. Pour l'argent, je ne suis pas persuadé. Si tu parles de métaux précieux, hein, je ne suis pas persuadé que ça existe. Et quand bien même ça existerait, moi personnellement, je ne mettrais pas de l'argent dessus. Voilà. Ouais. Et puis, y compris en plus les performances de l'or qu'on a eu jusqu'à maintenant, là, on voit que le sentiment de marché, l'anxiété et tout, ça commence à baisser pas mal. Le VIX, il était hyper élevé, on avait un ATH sur l'or. Là, depuis, ça a pas mal corrigé. L'or, c'est des cycles qui sont hyper longs. Euh, Quand tout le monde veut acheter de l'or, encore une fois, hein, tout le monde disait achetez de l'or, achetez de l'or, achetez de l'or. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à en avoir, mais c'est pas là où tu vas gagner de l'argent, dans tous les cas. En tout cas, pas à des niveaux comme ça. En général, le cycle de l'or. Et je vous avais montré des études sur Éternel étudiant entre les années 1870 et 2024. Les performances de l'or, c'est à peine tout juste, à peine l'inflation, même pas. Vraiment à peine l'inflation. Ça permet de préserver ton pouvoir d'achat. Là où tu as un vrai décuplement de ton pouvoir d'achat, c'est avec les actions, un petit peu les obligations, mais même les obligations, franchement, c'est pas dingue. Les commodities comme l'or et tout, c'est pas ouf non plus. Il y a un intérêt d'en avoir. Hein. Tout ça, c'est un intérêt parce que c'est pas les mêmes objectifs et les corrélations entre les actifs sont différentes.
Donc il y a un intérêt pour avoir une vraie gestion, une baisse de volatilité, heu, performance intéressante et cetera. Mais attention, voilà. Attention à ce que vous allez, à ce que vous allez mettre en portefeuille, quand est-ce que vous allez l'acheter et pour moi, il y a des actifs qui sont défensifs, des actifs non productifs défensifs et l'or, les métaux précieux, ça en fait partie. Et si on décide d'investir sur l'or et les métaux précieux, non pas dans une structure patrimoniale, parce que ça a une vraie place dans une structure patrimoniale, mais dans un objectif de capitalisation et de décuplement de patrimoine, décuplement de pouvoir d'achat, sur le court terme, tu peux arriver à le faire, hein. On voit que là, les performances depuis 2022 jusqu'à maintenant sur l'or, ça a quand même été très bien, pour ceux qui sont rentrés sur 2022. Mais si tu prends sur des cycles beaucoup plus longs, tu te rends compte que tu as mieux fait en fait d'en avoir un peu, mais pas dans le prendre dans un objectif d'investissement capitalisant. Voilà, parce que c'est pas l'objectif de l'or. Voilà, tu peux spéculer sur le court terme, et sur le court terme, sur l'or, ça peut être sur plusieurs années. Mais si c'est de te dire, je vais sur les métaux précieux parce que ça me permet, moi, de ne pas subir la volatilité, et je préfère mieux, au lieu d'être en stablecoin, d'être sur des métaux précieux parce que c'est pas du fiat, attention. Parce que voilà, d'un point de vue fiscal, traçabilité, machin et tout, des moments, c'est plus d'emmerde pour pas grand chose. Pas peur que la crise obligataire vienne nous faire chuter violemment le BTC et les AL, surtout si on a une annonce de la récession à la fin du début juillet. Tout est possible. Il y a un gros problème au Japon en ce moment, là, avec des baraques qui se vendent à 1 yen et tout. Enfin, c'est un modèle qui est quand même assez différent de ce qu'on a aujourd'hui. Il y a un vrai problème au Japon, hein. La crise qu'ils ont eue, alors c'est surtout un problème démographique au Japon. La pyramide des âges au Japon, c'est une toupie, hein. Ils ont beaucoup de vieux, ils ont très peu de jeunes. Là où des pays comme l'Inde, je crois que 35% de la population en Inde, c'est des personnes qui ont moins de 20 ans. C'est quand même assez fou. Et c'est pour ça qu'en fait, on se rend compte que la croissance, le développement et le PIB d'un pays, en fait, est très fortement lié à la démographie. Et c'est pour ça que nous, en France, en Europe et tout, on est pourris parce qu'on a une démographie qui est vraiment pourrie, quoi. Je crois qu'au Japon, dans les années 2050, la population sera divisée par deux s'il reste comme ça. Donc évidemment, si tu regardes le Nikkei, qui est l'indice du Japon depuis les années 80, là où ils avaient un ATH, un peu plus, je crois, 80 ou 90, je ne sais plus trop, mais ils ont toujours en dessous. Et là, ils sont sur une crise obligataire qui est juste monumentale. Pour autant, c'est loin d'être un pays con. Ils ont connu des crises qui sont monumentales. Eux, pour le coup, c'est vraiment un pays qui est résilient. Et ils ont connu des extinctions de fous. Ils ont eu les bombes nucléaires, ils ont eu les explosions de centrales. Ils ont quand même eu énormément, énormément de problèmes. Le Japon, mais malgré ça, ils sont toujours là. C'est un pays qui innove aussi beaucoup. Mais là, par rapport à leur crise obligataire, malheureusement, ouais, là, pour l'instant, ça fait extrêmement mal. Donc, on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, clairement, sur les marchés, si tu regardes par rapport au ratio de Shiller, ça aussi, j'en ai beaucoup parlé sur Éternel étudiant, on est, même sur les marchés financiers, hein, on est dans une bulle. On est sur des niveaux historiquement élevés. Est-ce que ça veut dire que la bulle ne peut pas encore continuer? Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas corriger? C'est difficile à dire. Sur le court terme, c'est très compliqué à dire. Là, aujourd'hui, concrètement, le mec qui te dit, je ne sais pas si les marchés sont surévalués, s'ils le sont. Voilà. Tu regardes le ratio de Shiller, les marchés sont factuellement surévalués par rapport à leur valeur historique, par rapport à leur moyenne historique, etc., etc. Et alors, les obligations, c'est encore pire. Les obligations, c'est encore pire. Donc, évidemment, on se dit, est-ce qu'il y aura un impact? Il y en a qui se disent, tiens, s'il y a une crise obligataire, les gens, ils vont aller sur le Bitcoin, ils vont se protéger. Possible ou pas. On verra. Je pense que là, c'est un truc en fait qu'on n'a jamais connu, donc de te dire ce qui va se passer, c'est très compliqué. Mais il y a un moment donné où oui, ça risque de faire mal. Voilà. Quand tu vois qu'en fait, la plupart des États sont broke, ils n'ont pas une thune, et on continue de leur prêter de l'argent. Je crois que les États-Unis, ils ont perdu leur triple A, là, avec leurs agences de notation, qui sont aussi corrompues, hein. Les agences de notation, on a vu ce que ça donnait en 2008 avec la crise des subprimes. Gros foutage de gueule. Mais ils sont sur des dettes irremboursables. Ils n'ont pas le choix que de continuer d'imprimer. Donc en fait, de se dire, les mecs qui te disent, je suis bearish sur Bitcoin, ou les mecs qui continuent de te dire, je suis arrête d'investir sur des Ponzi, ça repose sur rien, il n'y a pas d'utilité à Bitcoin. Je lui dis, mais mec, mais t'as rien, mais t'as vraiment rien compris. Que tu dises ça quand tu es en 2012, 2013, 2014, que tu fasses pas ton travail personnel et que tu crois ce qui est dit sur les informations sur Internet et un peu de partout, je me dis pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, continuer de dire ça, pour moi, il te manque une case. Pour moi vraiment, tu as un pet au casque, hein, de continuer de dire ce genre de choses et surtout de ne pas accepter à un moment donné de te dire: «Ouais, aujourd'hui je pensais ça, mais quelle est la probabilité que je puisse me tromper?» Et ces mecs-là, non, à un moment donné, tu vois, c'est juste leur outil de marque et tout et souvent, c'est des mecs qui se mettent pseudo, tu sais, économistes, pseudo, ce que tu veux, tu vois? Et des gens, des moments qui sont pas cons, hein.
Peter Schiff, il est pas con. Tu prends Nassim Nicolas Taleb, clairement pas con et tout. Et je me dis à quel point, en fait, tu as un ego qui est tellement surdimensionné que tu peux pas accepter que tu puisses te tromper à un moment donné. Tu vois? De dire qu'aujourd'hui, il y a pas d'intérêt sur Bitcoin et que c'est pour moi, il y a plus de risques aujourd'hui à ne pas être exposé à Bitcoin que d'être exposé. Et ça, c'est même pas sorti que de moi, c'est même basé sur des études. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le portefeuille 60-40, 60 actions, 40 obligations, le fait d'avoir, je crois que c'est 2 de Bitcoin, ça te met moins de volatilité, plus de performance. Donc déjà, de facto, ça marche. Tu as un ratio de Sharpe qui est plus élevé, ça marche. Donc les mecs qui te disent: «Non, mais c'est basé sur rien, il y a pas d'utilité» ou que la valeur est forcément liée à l'utilité. C'est souvent des mecs, c'est des nuls en investissement, c'est des branques. C'est des branques. Vraiment, méfiez-vous de ces gens-là parce qu'il y en a beaucoup. Et alors les mecs, ils se disent: «Non mais moi, toi tu connais rien, moi j'ai fait des études». Bah retourne à l'école frérot, hein, parce qu'à un moment donné, si tu continues de déblatérer des conneries pareilles, heu, même après avoir fait un bac+15 en économie, je sais pas, va trier des carottes, mais l'économie, c'est pas pour toi, hein. À un moment donné, il y a un problème. Donc, si à un moment donné, il y a des chutes, il y a une explosion de la bulle obligataire, de savoir comment va réagir la crypto, je pense que c'est compliqué. Moi, le scénario que j'identifie, je pense qu'aujourd'hui, Bitcoin n'est pas vu immédiatement tout de suite comme un safe haven, un truc où on te dit, un peu comme l'or, c'est-à-dire que quand on a peur, on va sur l'or. Parce que tu as l'historique, parce que tu as tout. Le Bitcoin, je pense que c'est trop tôt pour l'instant. On voit que ça change petit à petit, mais je pense que c'est trop tôt et que si demain il y a une vraie crise, un vrai truc, comme on a vu avec le Covid, hein, une vraie crise, un vrai truc, les cryptos vont dérouiller, elles vont baisser et de toute façon, ils n'auront pas le choix, ils vont réimprimer. Donc en fait, après, on va redépasser les plus hauts et tout. Parce qu'en fait, ils sont sur des niveaux de marché, sur le marché action, sur les obligations et tout, où tout le monde est investi, mais quelque chose de costaud. Heu, les banques, et cetera et tout le monde, enfin, on peut pas faire faillite. Ces banques-là, on peut pas les laisser faire faillite. Donc si ça baisse trop, ils sont obligés de racheter. Donc de toute façon, on sait très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer par une dévaluation de la monnaie qui sera monumentale, heu, une impression, monétaire, importante, jusqu'au moment où ils changeront peut-être de standard. Parce qu'à un moment donné, on sait très bien, les cycles, sur les devises, c'est à peu près 250 ans. Là, on arrive sur peut-être une fin de cycle. Avec potentiellement un conflit, un changement, de, de dynamique avec, aujourd'hui l'hégémonie qu'on a, sur la partie, dollar qui serait peut-être au profit d'une autre devise. Ça se fera pas, sans conflit évidemment, mais c'est quelque chose qu'on a connu des milliers de fois par le passé. On sait très bien comment ça se termine les devises fiat et dans un environnement comme ça, le bitcoin va évidemment très, très bien performer. Les cryptos vont évidemment très, très bien performer. Donc en avoir sur le long terme, pour moi, c'est une évidence monstre. Par contre, sur le court terme, quand tu as une chute, et une explosion des obligations, ça va piquer. Parce que là, pour le coup, c'est des trillions et des trillions qui sont investis de partout, hein. À voir. J'espère que ça vous plaît les mecs, hein. Ce que je vous dis, je prends du temps quand même là, hein. Moi, j'ai vendu mon ETF Gold x2, ça pue le shift. Ouais, là, je pense qu'en fait, vu qu'il y a moins de peur, on voit que ça commence à changer. Tu vois, tu as des Golden Cross, tu as des trucs, les actifs risqués commencent à augmenter, les actions, ça augmente aussi. On se rend compte que certaines restrictions sont moins significatives que d'autres et tout. Donc ouais, ça commence à repartir en positif et évidemment, dans un sentiment comme ça, l'or performe en général pas très, très bien, quoi. C'est pire en Corée du Sud, la natalité est record. Mais ouais, c'est très lié, tu vois? Ray Dalio, on parle très, très bien, sur sa chaîne, il dit qu'avant tout, la source de richesse d'un pays, c'est sa jeunesse et sa démographie. C'est pour ça que d'ailleurs le système des retraites, en France et en Europe, j'y crois pas et quand les mecs ils te disent, «Arrête avec ton Ponzi», mais les mecs, ils sont encore dans leur système retraite et ils pensent qu'ils vont avoir une retraite. Alors si tu es proche de la retraite aujourd'hui, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais les jeunes générations qui des fois ont 25-30 ans et qui viennent te dire: «Le bitcoin c'est un Ponzi» et les mecs, ils pensent qu'ils vont avoir une retraite, mais frérot le plus gros Ponzi c'est ta retraite, hein. Et ça c'est factuel, c'est un Ponzi, hein. C'est ceux qui sont aujourd'hui, genre tu cotises pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Si tu as pas de nouveaux entrants, tu as pas de retraite, hein. Ça c'est un pur Ponzi, hein. Le système fiat, c'est un système de Ponzi, hein. Ça, c'est pour le coup, c'est factuel. Mais les mecs, ils te disent: «La crypto, c'est un Ponzi, ça repose sur rien, machin». D'accord, vas-y, explique-moi le bitcoin. C'est quoi le bitcoin? C'est une monnaie numérique. D'accord. En fait, tu te rends compte, les mecs, en général, ils répètent ce qu'ils ont entendu, mais ils y prennent rien. Ils y comprennent rien. Et très souvent, c'est des mecs, ils ont quoi, en investissement? Livret A et un truc peut-être, géré par leur banquier, s'ils ont de la thune, hein. S'ils ont de la thune, en général, donc bon.
Laissez-les. Hein. À un moment donné, ils rachèteront votre bac plus tard, hein, pas de problème. Aujourd'hui, on est à 3% d'adoption à peu près. Anthony, moi j'ai vendu mes soldes pour ETH en avril, plutôt bon play à mon sens. Ouais, clairement. Bah, pour l'instant, ça a été plutôt un bon move. Et là où tout le monde te crie flippening, ça aussi, hein, c'est un signe. Hein. Quand les mecs vous crient flippening, flippening de l'Ether pour le Bitcoin ou flippening de Sol pour l'Ether, en général, vous êtes à un top. Hein. Le top en ratio, ça veut dire que ça ne va pas augmenter. Mais on va voir. Pour l'instant, c'est plutôt le cas. C'est toujours le cas. Quand les mecs ils commencent à te dire, ouais, et c'est valable pour tout le monde. Hein. Quand les Ether Maxi ils te disent, ah nous on va faire le flippening du BTC. En général, ça me fait rire parce que c'est à chaque fois là où tu as les ratios les plus élevés. Quoi. Parce que les mecs ils pensent que ça va toujours continuer comme ça. Donc bref, j'espère que ça vous a plu les mecs. Plus de 2 heures ensemble. Je pense que vous voyez qu'on essaye de se donner hein, vraiment pour vous. Donc faites péter la barre des likes, commentez, partagez, retweetez, rejoignez-nous sur Twitter et Telegram. Vous avez les 2 liens juste en dessous. Si vous avez besoin d'échanger avec nous directement au téléphone sur ce qu'on propose, par exemple avec Mickaël, et voir si c'est fait pour vous, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de réserver un appel directement avec nous au téléphone. Vous avez le lien juste en dessous. Je vous ai mis mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant, dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Je pense que ça complétera énormément les informations que je vous présente là. Je pense que vous apprendrez énormément de choses et ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Et si vous voulez aller plus loin avec nous aussi, vous avez Crypto Investisseur et l'accompagnement. Les 2 liens sont juste en dessous. Merci à tous et à très bientôt.